Bonjour, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous et je remercie nos experts pour les présentations qu'ils ont faites et pour les pistes de réflexion qu'ils nous ont apportées. Nous allons maintenant passer à la section de questions-réponses. Si les membres du public veulent envoyer des questions, ils peuvent le faire à travers la rubrique de questions-réponses de l'application. Mais avant, j'ai moi-même quelques questions. Dans sa présentation, Ina Möller a montré 2 ou 3 diapositives qui parlent des décisions éclairées. C'est un sujet qui est largement débattu actuellement, et c'est-à-dire comment prendre des décisions fondées, éclairées. Donc j'aimerais que nous réfléchissions sur la façon de savoir sur la façon de comment savoir comment on a pu prendre une décision éclairée, et avons-nous des expectatives assez bien définies pour pouvoir concevoir un modèle de gouvernance? Que puis-je dire donc sur ce processus de prise de décision éclairée? À mon sens, il est fondamental pour savoir que c'est une décision éclairée d'avoir les éléments suivants. Donc, d'un côté, les décisions doivent être basées sur les meilleures connaissances disponibles au moment donné, des preuves empiriques, une évaluation scientifique, les informations scientifiques, des recherches. C'est-à-dire qu'il faut regrouper toutes les connaissances dont on dispose à ce moment-là afin de prendre une décision sur la base de preuves empiriques les plus adéquates que l'on ait. Mais il est vrai que la science et la recherche en tant que telles ne suffisent pas pour garantir qu'une décision soit judicieuse. Donc il faut voir quels intérêts sont en jeu, comment concilier différents points de vue et entamer des délibérations et des débats politiques avec des personnes qui ont différents points de vue. Et tout ceci afin d'intégrer différentes idées et perspectives dans cette décision qui va être prise, c'est-à-dire que ceci fait partie du processus politique. Entamer des débats et des délibérations est une partie essentielle d'une prise de décision éclairée. Donc pour moi, ce sont deux éléments essentiels. Mais je suppose que Arunaba ou Dog ont d'autres idées à apporter sur ce sujet. Pour commencer, Paul, lorsque l'on parle par exemple du consentement préalable éclairé, qui est un principe qui est utilisé dans de nombreux domaines, par exemple si l'on veut construire une centrale nucléaire ou un barrage, il faut un consentement préalable éclairé de la part des parties prenantes impliquées. Donc c'est un principe important, mais il faut voir quel type d'informations on apporte et ce qui s'accompagne de problèmes lorsque l'on réfléchit sur cette question comme une question de contextualiser le problème, car il faut voir quelle quantité et quelle qualité d'information on doit apporter. Par ailleurs, il faut décrire clairement les éléments qui ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'il est tout aussi important d'être conscient de ce que l'on sait et d'en informer que d'être conscient de ce que l'on ne sait pas et de le dire également. Prenons le cas d'un médecin, et par exemple d'un médecin qui dit à une personne de 80 ans qu'elle va être opérée et qu'il y a 50-60% de chances que cette opération réussisse. Mais ça veut dire qu'il y a toute une série de conséquences qui peuvent également de ces opérations, donc qui peuvent exister et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de certitude. Donc une fois qu'on vous a donné ce message, il faut décider jusqu'à quel point cette information est suffisante pour pouvoir donner le feu vert à une certaine initiative. Autrement dit, le consentement éclairé préalable n'est pas simplement une question d'offre, mais il est également lié au récepteur de l'information. Les consultations publiques peuvent être unidirectionnelles, simplement offrir de la formation sur un projet donné, ou elles peuvent être aussi elles peuvent avoir la direction inverse, c'est-à-dire qu'on demande des questions sur le projet. Mais en réalité, ce qu'il faut, c'est un processus bidirectionnel. Par exemple,
qui permettent qu'il y ait une évolution parfois donc pour écarter un projet et au fur et à mesure que le processus évolue, on finit par donner le feu vert et cela s'applique à la recherche pharmaceutique, à la construction de tout projet d'infrastructure et c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que la légitimité en tant que telle est plus importante que l'information qui est fournie. Je suis d'accord avec ce qu'ont dit les deux invités. Je ne veux juste ajouter une chose, c'est-à-dire que ce soit pour l'injection d'aérosols pour la stratosphère ou pour d'autres approches, la décision dépend du contexte. Le contexte est important car il ne s'agit pas simplement de dire si l'on construit ou non un barrage, sinon de dire ce qui va se passer si on ne construit pas le barrage. Que va-t-il en être de la production d'électricité? Et il en est de même pour la géo-ingénierie, c'est-à-dire qu'il faut examiner également quelles sont les autres solutions, c'est-à-dire que est-ce que l'on accepte une planète plus chaude ou alors est-ce qu'il faut redoubler nos efforts d'atténuation? C'est-à-dire qu'on ne peut pas contextualiser cet élément d'une façon indépendante de la réduction, de l'atténuation des émissions. Et si on le fait, il faut prendre la décision en fonction des risques climatiques, en fonction du contexte. Il est possible que priment plus des intérêts économiques ou d'autres types de facteurs. C'est-à-dire que le contexte va déterminer la décision qui va être prise. Merci beaucoup. Donc cette idée du consentement éclairé est similaire, comme vous l'avez dit, à celui qui serait donc qu'on demanderait d'une communauté, par exemple, qui doit donner son feu vert pour un projet de barrage, ou lorsqu'un médecin informe des conséquences possibles d'une opération sur une personne de 80 ans. Quoi qu'il en soit, il faut se demander si l'on peut avoir un processus démocratique, une conversation démocratique qui aboutisse sur un consentement éclairé de toute la population, ou est-ce quelque chose que l'on ne peut pas attendre au fur et à mesure que l'on avance, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine d'essayer? Il me semble que rien ne peut être véritablement planétaire sans qu'il n'y ait des pertes et des gains relatifs. Donc il faut vraiment se demander comment on contextualise la question. Dans sa présentation, Doug a parlé par exemple de l'amincissement des cirrus, qui est quelque chose qui est envisagé en Australie comme une intervention régionale pour pouvoir protéger la grande barrière de corail. Non, non, c'est l'éclaircissement des nuages marins. Ah pardon, c'était l'éclaircissement des nuages marins. Oui. Et donc, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit dans ma présentation, si il s'agit de quelque chose que l'on va faire en premier recours et que l'on va d'ailleurs s'écarter pour ceci de l'accord de Paris, alors, c'est une chose. Sinon, il faut entamer une conversation au niveau international. Donc, il faut se demander si l'on est plongé dans une crise existentielle actuellement, ou alors se dire que l'on va être plongé d'ici 30 à 40 ans dans une crise existentielle. Ce sont des facteurs qui comptent et la réponse à ces questions compte, bien sûr, est importante. S'agit-il d'un élément de premier recours ou de dernier recours? S'agit-il de quelque chose qui va découler d'une analyse des coûts et des bénéfices et des risques? S'agit-il simplement d'une motivation pour faciliter le débat sur ce que l'on peut faire, ou s'agit-il simplement d'avoir l'alternative d'injecter des aérosols dans la stratosphère comme alternative d'atténuation, par exemple? C'est-à-dire qu'il y a toute une série de points d'interrogation et dont les réponses vont forger le débat. S'agit-il de former une convention internationale pour résoudre un problème donné, ou allons-nous nous dire eh bien ceci ça va simplement se passer dans le Pacifique alors ça ne nous concerne pas. En fait tout est lié aux pertes et aux gains relatifs.
D'après moi, et en particulier pour l'injection d'aérosols dans la stratosphère, il y a deux possibilités qui me semblent évidentes. Une forme de concevoir cette question est que l'injection d'aérosols dans la stratosphère soit configurée comme une mesure spécifique menée à bien par différents acteurs au niveau planétaire au nom de la population mondiale, ou même si c'est pour leur propre région ou pour un pays donné assez grand, bien que les effets puissent se faire ressentir dans toute la planète. Ça, c'est une hypothèse, c'est-à-dire que on a une série d'agents qui vont entreprendre des mesures et ça va être comme une expérience au niveau planétaire car on ne connaît pas exactement les conséquences. Et toute personne, tout agent qui n'est pas impliqué dans l'application de cette technologie doit exiger un consentement éclairé, car ce qui découle de ce type d'intervention va finir par affecter toutes les personnes de la planète. Et il me semble que toute personne ou tout agent qui décide d'entreprendre des mesures similaires en trouverait beaucoup de résistance de la part d'autres pays. Il faut véritablement appliquer cette technologie pendant une période très longue afin d'atteindre l'effet désiré, à savoir de maintenir ou de faire descendre les températures. Imaginons par exemple que des petits États insulaires en développement, pour lesquels ceci est une véritable menace existentielle, pourraient décider de collaborer avec un agent plus puissant qui n'est peut-être pas aussi vulnérable au changement climatique, mais qui a le pouvoir industriel et militaire pour mener à bien cette initiative. Et il y aurait beaucoup d'autres pays qui me diraient, vous ne pouvez pas faire ça sans notre consentement préalable. Ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse est la suivante. Le procédé à l'injection d'aérosols dans la stratosphère pour donc refléter davantage de rayonnement solaire ou la modification du rayonnement solaire pour que cela serve de façon différente et que ce soit un processus plus progressif, c'est-à-dire que différents agents qui peuvent être des entreprises privées, pas nécessairement des États, se servent de cette technologie pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ceci est organisé, par exemple, dans l'Organisation internationale de normalisation. Il y a une initiative qui est mise en route actuellement pour proposer une trace du forçage radiatif dont pourraient se servir différents agents pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. Et il me semble que ce processus est très différent. Ce ne serait pas une application à grande échelle immédiate, mais ce serait un patchwork de petites interventions qui probablement n'auraient pas recours au consentement préalable et éclairé. Merci beaucoup. Il est vrai que contextualiser est fondamental, c'est important dans toutes les questions que l'on peut se poser. On dirait que c'est une réponse à la va-vite, mais c'est véritablement certain. Doug, a-t-on calculé quelle quantité d'injection d'aérosols dans la stratosphère il faudrait pour obtenir un effet de refroidissement? Eh bien, Will Park dit qu'une réduction de d'1% du rayonnement solaire, non, pardon, que de 2% de la réduction du rayonnement solaire pourrait compenser suffisamment, c'est-à-dire 1% de la réduction du rayonnement solaire servirait pour compenser le réchauffement produit par toutes les émissions qui ont été libérées depuis l'époque industrielle. Et toutefois, il y a des motifs d'inquiétude, par exemple pour la photosynthèse de la planète, et c'est un effet relativement petit si on le compare aux grands leviers dont on parle, comme par exemple une grande quantité d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Plutôt que de parler de pourcentage, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer d'une autre façon? Peut-être avec des tonnes de matériel qu'il faut injecter par degré de température? Oui, Will Park dit
téragrammes, qui n'est pas une unité habituelle, c'est-à-dire 10 mégatonnes de CO2, de dioxyde de soufre, compenserait environ l'équivalent d'1 degré de température, dioxyde de soufre donc. C'est-à-dire que pour comparer ceci, pour donner un ordre d'idée, actuellement nous libérons 100 mégatonnes de dioxyde de soufre sous forme de pollution de la troposphère qui sert pour refroidir la planète, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de géo-ingénierie un peu de débutant, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est une quantité significative de matériel, mais elle est quand même relativement petite par rapport à l'augmentation que suppose en raison de la pollution que nous produisons. Et il y a différentes conséquences qu'il faut évaluer, et donc dont celle-ci. Je ne veux pas sous-estimer les effets des pluies acides, mais c'est quelque chose qu'il faut comparer. Et donc, si ça nous permet d'augmenter le niveau de la mer, si ça permet de sauver l'Arctique, il faut peut-être 10% d'augmentation. Peut-être que 10% d'augmentation des pluies acides vaut la peine. Mais donc, en termes de volume, qu'est-ce que ça ferait ? C'est très difficile pour ce qui est de ce que l'on émet dans la troposphère. Ça ne peut pas être comparé parce que ce que l'on émet dans la troposphère n'est pas très stable et c'est tout de suite transformé en termes de en précipitation, en pluie. Dans la troposphère, normalement, nous libérons une pollution qui en général retombe à l'endroit où elle a été émise d'une façon générale ou assez près de cet endroit. Donc ça a des conséquences en termes de qualité d'air et sur les pluies acides qui se font ressentir à l'endroit où ont été faites les émissions. Alors que si l'on distribue de l'aérosol dans la stratosphère, les effets se feraient ressentir à l'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'il y aurait une petite augmentation des pluies acides dans les endroits industriels, mais il y a des conséquences qui pourraient être beaucoup plus nettes dans les endroits, dans les zones qui sont vierges. Merci beaucoup. Donc, ce qui retombe de la troposphère tombe plus rapidement que ce qui donc tomberait ou retomberait de la stratosphère. C'est bien cela? Oui. Pourriez-vous nous expliquer quelle quantité supplémentaire faudrait-il par an? Eh bien, environ 10 fois plus. Mais ceci dépend du but que l'on se fixe. Il y a des prévisions, par exemple, qui suggèrent que l'on pourrait atteindre un réchauffement de 2 ou 3 degrés à la fin du siècle. Si l'on veut remplir l'objectif fixé par l'accord de Paris, c'est-à-dire un réchauffement d'1,5 degré ou 2, il faudrait 15 mégatonnes d'ici la fin du siècle afin de compenser cette augmentation des températures. Et donc, il faudrait augmenter ce matériel d'une façon très progressive, c'est-à-dire qu'il faut plus que quelques avions, enfin, il faudrait quelques avions, un peu plus que quelques avions pour le faire, mais ce n'est pas un très grand déploiement d'exploitation. Un pays comme les îles Fidji ne pourrait probablement pas le faire, mais comme nous l'avons déjà dit, les obstacles qui empêchent ce déploiement cette initiative sont plus liés aux politiques internationales qu'au développement technologique en réalité. Merci beaucoup. Donc, pour avoir une vision d'avenir, disons que l'on parle depuis un moment de ce sujet, tout au moins dans les cercles universitaires, et on débat depuis 15 ans donc de ces sujets. Est-ce que vous êtes satisfait des progrès qui ont été réalisés et des avancées réalisées jusqu'à présent, ou est-ce que vous souhaiteriez que ce processus aille plus vite? Est-ce que vous souhaiteriez plus d'investissement, qui est toujours le nerf de la guerre? Qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'avenir, dans les 5 années à venir, dans ce domaine? Pour ce qui est de la science physique, oui, effectivement, c'est débattu depuis une quinzaine d'années, mais finalement, pratiquement toutes les études de recherche ont été faites sur une base volontaire.
Et en prenant des éléments idéalisés, il n'y a pas eu véritablement un soutien important à ces études de recherche. Actuellement, aux États-Unis, je crois qu'il y a 3 bourses importantes qui apportent donc un appui financier au suivi de ce qui se passe dans la stratosphère. Donc, on en parle beaucoup, mais véritablement, il n'y a pas eu d'études de recherche solides qui seraient nécessaires pour pouvoir avoir des informations fiables sur ce qui pourrait arriver véritablement, et ça, on ne le connaît pas. Si vous me le permettez, j'aimerais apporter un point de vue différent sur cette question. Ah oui, je pensais que vous apporteriez un point de vue différent. Bon, je ne vais pas parler de l'argent qu'il faut pour la recherche sur la gouvernance, mais commençons avec un postulat. Que ce soit pour la recherche sur la science ou sur la gouvernance, nous continuons à fonctionner sans comprendre véritablement comment les pays répondraient probablement, quelle réaction ils auraient, et il est vrai que tout dépend des circonstances, de la contextualisation, etc. Et que ceci va déterminer les mesures qui pourraient être prises et entreprises. Mais ceci étant dit, le postulat, donc la proposition que je voulais faire, c'est que même des technologies qui sont moins évoluées peuvent avoir des ramifications politiques énormes. Et ça, c'est un postulat, hein, ce n'est pas une proposition. C'est-à-dire que même des technologies peu évoluées peuvent avoir des conséquences très grandes. En 2009, il y a eu par exemple le sommet de négociation sur le climat à Copenhague. En 2015, il y a eu à Paris un sommet fructueux sur le climat. Celui de Copenhague n'a pas fonctionné et celui de Paris, si. Entre ces deux sommets, donc dans l'intervalle de 6 ans, il y a eu des controverses et des litiges commerciaux dans l'Organisation mondiale du commerce qui étaient liés aux énergies propres. Il n'y a pas besoin d'être un économiste hors pair pour savoir que les énergies propres ne supposent pas 11% du commerce mondial. Et toutefois, 11% des querelles qui ont eu lieu étaient liées donc aux énergies propres. C'était lié aux panneaux solaires, du genre si vous n'achetez pas mes panneaux solaires, je vais vous mettre des droits de douane. Il y a eu des querelles également sur d'autres produits. Et si l'on compare ceci à l'injection d'aérosols dans la stratosphère, les énergies propres sont basées sur des technologies beaucoup plus économiques qui devraient avoir un meilleur niveau de collaboration, comme l'atténuation. Et toutefois, au moment où est créé un certain marché, les pays commencent à défendre leurs intérêts commerciaux de façon très nationaliste. Et ça s'est passé il y a une dizaine d'années. Je ne parle pas d'autres domaines comme le pharmaceutique, où il y a des conflits internationaux. Non, simplement, on parle de commerce de panneaux solaires ou d'ampoules de faible consommation. Imaginez si avec le manque de connaissances que l'on a sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère, nous avançons à tâtons en réalité. Donc il faut plus que du financement pour la recherche. Il faut se poser les questions d'une façon officielle de la part des pays sur ces technologies émergentes. Quels sont les sujets de préoccupation? Comment on va aborder ces technologies. Est-ce qu'elles sont enclins à les utiliser ou pas? Que ce soit du point de vue scientifique, politique ou économique, il faut comprendre dans quelle situation sont les pays pour pouvoir répondre à ces questions. Et comme les pays ne font pas un pas en avant, ils n'ont pas un débat important sur ce sujet. Et donc, nous sommes plongés dans des conjectures, dans des hypothèses et peut-être de mesures qui sont
peu fondées et peu éclairées qui peuvent s'avérer dangereuses, comme nous l'avons déjà dit, et dans lesquelles on ait recours à ces technologies parce qu'il est trop tard pour faire autre chose. Et l'exemple que nous avons avec la pandémie de Covid-19 en dit long. Donc il faut nous poser ces questions sur la gouvernance et une fois qu'on y aura répondu, arriveront le financement pour la recherche, car le Sud-Est asiatique veut savoir quel est l'impact qu'aurait cette technologie sur la biodiversité des forêts tropicales, et alors il est certain qu'il y aura alors des initiatives de collaboration et une série de scientifiques dans les pays pour pouvoir répondre à cette question. Mais sans ces questions de gouvernance, on ne peut pas aborder tout le reste. J'aimerais rebondir sur une chose qu'Annie Arunaba et qui me décrit à mon sens très bien les limites, les frontières avec la recherche sur les sciences sociales dans ce domaine. On ne sait pas exactement ce que les gouvernements pensent sur cette question car ils ne posent pas des questions, c'est-à-dire qu'ils ne posent pas des questions en termes qui nous soient connus. Il y a très peu de recherches empiriques sur la façon d'articuler ces questions dans le contexte politique social. Nous avons fait beaucoup d'études sur des hypothèses, sur des possibles conseils, mais nous ne nous sommes pas aventurés véritablement dans l'essence, dans le nœud gordien de ce sujet dans différents forums et peut-être en employant une terminologie différente, car parfois nous nous en tenons à la terminologie scientifique de la MRS, de l'élimination du CO2, de l'injection d'aérosols dans la stratosphère, qui sont des choses que sont mises en avant par les scientifiques dans leurs articles, dans leurs publications, et peut-être qu'il faut actuellement élargir nos horizons et envisager d'autres mots pour parler de ces questions, pour pouvoir utiliser des idées, des termes qui soient comparables, par exemple avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, et qui envisagent ce thème avec différents termes, dans différentes formes, pour pouvoir le planter dans le contexte politique et voir quel type d'agents politiques peuvent être impliqués, quel type de questions peuvent être demandées. Parfois, ces choses sont traitées à huis clos et nous n'avons pas accès, mais nous pouvons essayer d'entrer en contact avec les personnes qui sont présentes dans ces réunions à huis clos pour qui connaissent de mieux en mieux ce sujet et pour que ces idées liées à l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou avec les technologies de géo-ingénierie puissent faire partie du monde politique, que ce soit dans des petits forums et face à certaines mesures que peuvent tenter d'imposer les entreprises, il faut être conscient des défis auxquels nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas simplement de savoir qu'il y a une série de choses qui sont envisagées et qu'il faut les étudier. Non, il s'agit véritablement d'être en contact, par exemple, avec des ministères de l'environnement qui sont peut-être au courant de ce qui est fait et il faudrait leur expliquer la question avec différents termes également, car l'un des problèmes, l'un des raisons pour lesquelles les questions ne font pas des questions sur la modification du rayonnement solaire ou sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère et qu'il n'y a personne dont les compétences intègrent véritablement ces technologies. Chaque ministère, chaque département a des compétences différentes qui touchent des aspects de ces technologies, mais il n'y a pas un ministère qui aborde la géoingénierie et donc les ministres sont réticents à dépasser les compétences qui leur sont attribuées pour traiter des thèmes qui ne leur incombent pas. Et c'est une des difficultés donc à l'heure de poser des questions. Oui, je suis complètement d'accord. Il est vrai que le fait qu'il y ait une convergence de la gouvernance et des gouvernements est un défi énorme. Je ne sais pas si nous avons beaucoup avancé, surtout en ce qui concerne ces technologies. Arunaba, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, merci. Eh bien, j'ai tellement de choses là, qui me viennent à l'esprit actuellement et qui sont liées à cette manque de questions importantes que doivent faire les gouvernements, mais qui va les poser et qui va y répondre? Il me semble que c'est quelque chose qui est encore assez peu défini et qui pourra certainement faire l'objet d'un autre webinaire. Avant de clore notre conversation, souhaitez-vous faire un commentaire final, apporter une conclusion, dire quelque chose que nous n'aurions peut-être pas traité au cours de notre conversation?
La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est que véritablement le temps presse en termes de pour ce qui est du changement climatique. Et c'est comme si nous étions en février 2020 et que, c'est-à-dire à un moment où il faut profiter du peu de temps que nous avons avant que nous explose à la figure une crise gigantesque. C'est-à-dire qu'il faut nous retrousser les manches aujourd'hui, dès aujourd'hui. Et dans un monde idéal, on pourrait développer des mécanismes et toute la formation nécessaire pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et bien entendu, il faut aspirer à ceci et il faut inciter ceci. Mais ceci étant dit, si nous asseyons les bras croisés en espérant que les gouvernements viennent nous demander des informations, eh bien, il est possible qu'il soit trop tard quand ils vont décider de nous demander cette information. Je voudrais rebondir sur une chose que vient de dire Doug. Je me souviens d'une chose qui a également été évoquée dans les différentes présentations. C'est-à-dire que bien sûr, on peut rester les bras croisés à attendre qu'un astéroïde nous frappe en pleine tête ou frappe la surface de la Terre. On peut se demander si nous avançons rapidement ou pas en termes de recherche, mais il me semble que c'est plus une question de savoir comment on organise cette recherche. Donc, si on utilise à nouveau l'analogie de la pandémie et le thème de la pandémie, on se rend compte qu'actuellement, on entre dans une période de possible nationalisme des vaccins. Et ce n'est pas le seul monde dont on dispose, entre guillemets. On peut avoir un autre monde, il y a d'autres possibilités, il y a déjà toute une histoire de collaboration entre différents pays, par exemple pour obtenir de nouvelles variétés de graines, et cela a donné lieu à la révolution verte, c'est-à-dire qu'il n'est pas inévitable que les pays ne collaborent pas. Ils peuvent collaborer afin de créer un programme international de recherche sur ces technologies de modification du climat, que ce soit la modification du rayonnement solaire ou l'élimination du CO2. Faute de quoi, les incertitudes vont être encore plus grandes sur les intentions, les raisons, le financement, et sans parler des questions authentiques qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre sur les conséquences, les gains et les pertes relatives, les analyses des risques et autres. C'est-à-dire que c'est le type de questions qu'il faut nous poser à l'avenir, car pourquoi un pays fait ceci et pourquoi un autre pays fait autre chose? Je crois qu'il y a toute une série de principes clairs qui nous servent pour organiser des programmes de recherche collaborative au niveau international et j'espère qu'ils vont être mis en œuvre. J'aimerais apporter une dernière réflexion, à savoir que la gouvernance de l'injection d'aérosols dans la stratosphère ne va pas se faire du jour au lendemain. Et à mon avis, c'est un processus progressif et c'est un processus de gouvernance qui va évoluer, peut-être pas avec des agents gouvernementaux à cette étape, mais avec d'autres acteurs qui définissent les problèmes et qui apportent des évaluations scientifiques et qui recueillent les informations disponibles. Et comme j'ai essayé de l'expliquer dans ma présentation, nous devons contribuer à définir les problèmes qui, en dernier recours, vont faire l'objet d'une gouvernance. Et en ayant donc ceci à l'esprit, il est essentiel d'avoir une vision très large de l'injection d'aérosols dans la stratosphère dans le contexte des changements climatiques. Parfois, on est axé sur des débats très restreints sur une technologie donnée et sur les effets de cette technologie, ses conséquences sur la gouvernance requise. Mais il me semble que cette question concrète est utile pour encourager un processus de prise de décision, pour impliquer différents agents qui se limitent à ce débat, qui s'intègrent dans ce débat dans le cadre plus large des changements climatiques pour savoir pourquoi nous envisageons l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Et il faut alors des recherches de sciences sociales plus critiques pour que nous puissions
conceptualiser le climat comme un objet gérable dans lequel la SAI puisse être un outil de gestion. C'est-à-dire qu'il faut élargir notre point de vue, notre angle de réflexion à l'avenir. Et je crois que cela peut être utile pour nos débats. Merci beaucoup, merci pour vos présentations et pour cette conversation fascinante. C'est un thème véritablement extraordinaire et très stimulant pour l'esprit. Je suis sûre que nous allons parler de cette question pendant de nombreuses années et j'espère que ce sera le cas car nous avons besoin d'avoir un débat complet à cet égard et en engageant le plus grand nombre de personnes possible et qui viennent, si possible, du monde entier. Donc, merci beaucoup à nouveau à tous les invités, à notre public. Et j'invite donc le public à regarder notre page web sur laquelle il sera au courant d'autres activités que nous avons organisées ou qui vont être organisées à l'avenir. Merci beaucoup.